au-dessus de la baie de Dan-Noura, dans le détroit de Shimonoseki, au large de la pointe sud du Honshu. Il y a un cimetière caché derrière un temple. Les stèles de pierre, serrées les unes aux autres, semblent s'enlacer. Le vent y souffle fort. En contrebas, le ressac est un toute voix humaine, laissant le visiteur de passage dans un recueillement muet. Le sable de la plage, à quelques mètres à peine, garde les traces de pas par centaines des heikegani que les pêcheurs rejettent à la mer par superstition. Ces crabes portent sur la carapace le visage tordu de douleur des guerriers du clan Taira, vaincus par celui des Minamoto en 1185, dans une bataille qui vit disparaître la dynastie des Heike. Aujourd'hui encore, le vent et le ressac mêlés n'arrivent pas toujours à étouffer les sanglots d'un autre monde. Des femmes du clan Taira qui choisirent la noyade au déshonneur, ni même les pleurs plus faibles du petit empereur qui périt dans les bras de sa grand-mère. Ici, on sait, depuis des siècles, que les cimetières n'apaisent pas les âmes et que la mer en est un bien plus vaste que rien ne peut calmer. Mukashi, à Shimonoseki, vivait Hoichi, aveugle. Dès sa naissance, il avait appris dès son plus jeune âge à accompagner son chant d'un biwa, un luth aux accents poignants qui sert à merveille l'émotion du dit des Heike, et plus particulièrement le passage de la bataille de Dan-Noura. Malgré son talent, il était pauvre. Un prêtre croisa sa route et fut touché par sa virtuosité comme par son dénuement. Hoichi, viens vivre à mes côtés au temple. Le quotidien y est simple et la nourriture frugale, mais avec moi, tu seras assuré d'avoir un repas et une place où dormir au sec. Qu'en dis-tu? Arigatou gozaimasu. J'accepte votre proposition avec reconnaissance, mais comment vous remercier pour tant de bonté? Oh, il te suffira parfois de chanter pour moi. On vit alors s'éloigner la silhouette rebondie du prêtre, guidant de la main Hoichi
et son maigre furoshiki, de haillons, de faim et d'espoir, qui composaient le bagage du joueur de biwa. Les semaines, les mois passent. La réputation d'Oichi grandit. Une chaude soirée d'été, à l'heure du bœuf, cette heure-là, alors qu'il était seul dans le temple, à la recherche d'un peu de fraîcheur dans les jardins attenants, il entendit soudain les pas lourds d'un corps portant une armure se diriger vers lui. Oichi! Oichi! Surtout ne rien dire, ne pas respirer, attends que ça passe. Oichi! Ils ont dû changer le plancher, ça grince. Oichi! Oh! Eh bien, toi, Oichi, le barde aveugle joueur de biwa. Tu as un biwa dans les mains. Et... T'as pas l'air d'y voir grand-chose. Daleka? Qui ça? Oichi? Un instant, je vais voir à l'intérieur s'il est là. Oh non! Ça ne peut être que toi, Oichi! Il ne peut pas y avoir deux joueurs aveugles de lutte dans ce temple! Mon maître m'envoie te chercher. Il souhaite entendre ton chant. Suis-moi. Ce samouraï doit servir un seigneur puissant. Bon, puisque tu n'as pas le choix, suis-le, Oichi. Et si ce n'est qu'un rêve, autant qu'il t'apporte la fortune. Aïe! Eh mais il me brise le poignet! Attends, j'ai même pas enfilé mes sandales! Vous m'entendez? Il n'est pas la peine d'aller aussi vite! Mais je risque pas de m'échapper! Daimon! Ouvrez la grille. Je ramène Oichi. Un escalier. Une porte. Une deuxième porte. Encore un escalier. Cette demeure est immense. J'entends des murmures, des froissements de soie. Certainement les dames de la cour. Et ce cliquetis de métal. Peut-être des sabres qui claquent au pas des guerriers contre les armures. Cette noble assemblée veut m'écouter jouer. Oh, sois bon, Oichi. Ne crains rien, joueur de biwa. Installe-toi confortablement. Nous arrivons d'un long voyage et nous souhaitons nous ressourcer à la mélancolie de ton chant. On te dit talentueux. Es-tu capable de nous raconter la légende des Heike? Oh, je serais honoré de vous le prouver, mais la nuit est déjà bien avancée. Quelle partie du dit des Heike souhaitez-vous entendre? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. La bataille de Dan-no-ura, évidemment. Et Oichi raconte. Il chante les centaines de navires.
marée favorable. L'empereur Antoku, âgé de 7 ans, sur le pont d'un bateau. Il chante les courants qui virent. Un dernier cri dans la défaite pour exhorter les hommes à croire encore quelques instants. Les bateaux qui sombrent. Il chante le bruit des flèches depuis la plage. L'eau qui devient rouge. Les femmes qui se jettent à la mer. Il chante la grand-mère de l'empereur qui serre l'enfant dans ses bras pour l'emmener d'un saut vers la capitale du fond des mers, où la tristesse n'existe pas. Jamais nous n'avions entendu chanter la bataille de Dan-no-ura d'une façon aussi déchirante. Mon maître est si bouleversé qu'il te demande de revenir encore 6 nuits nous raconter la terrible agonie des Heike jusqu'à notre départ. Surtout, n'en parle à personne. Nous ne souhaitons pas dévoiler notre venue. Va, le samouraï viendra te chercher. Va maintenant. Il t'attend pour te raccompagner au temple. Ça alors? Oh, mais vous avez entendu comme tout le monde pleurait? Bon, je dis ça avec tout mon respect, mais j'ai eu droit à toutes les variations possibles. Hein. Ça reniflait, ça sanglotait, ça chignait. Oh, c'est un vrai succès, sans aucun doute. Dites, puisqu'on doit faire la route tous les soirs ensemble, on pourrait sympathiser? Non? On pourra aller moins vite? Ainsi, toutes les nuits, le samouraï vient chercher Hoichi pour chanter la bataille de Dan-no-ura devant une assemblée qui, toutes les nuits, pleure des mers de larmes. Au 5e matin, le prêtre qui avait recueilli Hoichi s'inquiète de le voir pâle et amaigri, traînant sa fatigue tout le jour. Il demande alors à 2 novices de surveiller les déplacements du musicien. Mais pourquoi ça tombe toujours sur nous, les corvées? Oh, écoute, qui ne fait rien ne mange rien. On te dit de balayer, tu balayes. On te dit d'éplucher les légumes, tu épluches les légumes. On te dit de surveiller un joueur de biwa aveugle, bah tu surveilles un joueur de biwa aveugle. Même quand il pleut, bah surtout quand il pleut. Bon, assez parlé, enfin. Prépare-toi, regarde, Hoichi se lève. Prépare-toi à suivre. Il va trop vite. Comment fait-il pour avancer si rapidement dans le noir, sans rien voir? Il avance le bras en avant. Ça doit aider. Essayons. Ah! Ça marche pas. Je me suis pris un pain. Oh,
enfin, on va le perdre. Dépêche-toi. On approche du cimetière, non? Je crois me rappeler que au Chaussan, le grand prêtre m'a demandé de nettoyer les latrines. Ah, ça suffit, enfin dépêche-moi, regarde. Hoichi entre dans le cimetière. Ça alors? Il chante, et pas qu'un peu, il met tout son cœur. Seul, au milieu des tombes, trempé, entouré de feux follets. C'est joli. Mais je dirais sinistre. C'est poétique. Mais je dirais terrifiant. Bon, écoute, Hoichi, ça suffit. Le grand prêtre nous envoie te chercher pour te ramener au temple. Oui, vite avant que ces feux follets ne décident de nous tuer dans d'atroces douleurs. Comment osez-vous m'interrompre? M'en faites pas fouiller devant cette honorable assemblée. Laissez-moi terminer mon chant pour ces seigneurs. Je ne sais pas comment te le dire, Hoichi, mais il n'y a personne devant toi. Hein, personne. Oui, personne de visible. Mais alors, en fantôme, il y a tout ce qu'il faut. Oh, voilà, repartie de plus belle. Bon, alors, à 3, on la trappe sous les bras et on le ramène de force au temple. Attention, 1, 2, 3, allez! Hoichi, enlève ces vêtements trempés et sèche-toi. Bien. Bien. Prends cette tasse de thé, bien chaude. C'est donc dans ce cimetière que tu allais toutes les nuits, sur la tombe de l'empereur. Les fantômes des Heike ont pris possession de toi dès que tu as accepté de leur obéir. Encore une nuit, et ils te déchireront le corps et l'esprit. Mais je sais comment te protéger. Je vais tracer sur ta peau, des pieds à la tête, le divin sutra du Hanya Shinkyo au pinceau. Alors, le torse. Hanya Shinkyo. Les cuisses. Ah, les mollets. Important, le mollet. Ça chatouille. Ah, reste tranquille. Ça chatouille peut-être, mais au moins, le samouraï ne pourra pas te voir. C'est vrai? C'est certain? Il ne me verra pas? Aussi certain que ces textes sont sacrés. La plante des pieds. Oh, le visage. Après les pieds? Oui. Le crâne. Bien. Voilà. Une dernière chose. Quand le samouraï viendra, surtout ne dis rien. Récite en pensée le Hanya Shingyo jusqu'à son départ. Quant à moi, on me réclame auprès d'un mourant. Oh, il ne devrait rien t'arriver de grave cette nuit. À l'heure du bœuf, Hoichi, le corps recouvert de sutra, attendait la venue du guerrier fantôme pour un affrontement silencieux dont il espérait sortir vainqueur, récitant la prière pour se réconforter. Trop peu pour l'empêcher de trembler. Il entendit soudain les pas lourds d'un corps en armure se diriger vers lui. Surtout ne rien dire, de plus respirer, attendre que ça passe. Hoichi! Hoichi! Dokuda? Bah, il est où? Hoichi! Il n'est pas là. Bon. Oh,
bande d'escamps. Quelque chose flotte dans l'air. Mimida? Des oreilles. Hoichi a dû partir en oubliant ses oreilles. Si je reviens les mains vides, mon maître ne sera pas content. Bon, c'est mieux que rien. Je vais les prendre et les ramener en gage de bonne foi. Tchou! D'un coup sec, il arrache les oreilles du musicien, qui réprime un cri de douleur et tombe, évanoui. Le lendemain matin, le prêtre découvre Hoichi agonisant. À force de soins constants, Hoichi se rétablit. On l'appela alors dans la région Mimi Nashi Hoichi. Hoichi le sans-oreille. Il devint le plus grand joueur de biwa de son temps. La foule venait nombreuse au temple, écouter le dit des Heike et plus particulièrement le passage déchirant de la bataille de Danora. Car tous savaient que malgré ce petit quelque chose en moins, il avait ce je ne sais quoi en plus. Le talent d'arracher des larmes, même aux fantômes.
Il fait souvent nuit, là où est l'homme. Il fait nuit sur les champs de bataille. Il fait nuit sur les territoires à conquérir. Il fait nuit sur les cris de victoire. Nuit sur les corps tombés. Nuit sur tout ce que l'homme frappe de sa main pour y laisser son nom. Chez cet homme-là, il faisait nuit depuis longtemps. Sa famille creusait son trou de fils en fils, si bien qu'il se trouva lui-même seigneur du village d'Himeji. Ce coin, perdu à l'ouest de Kobe, bordé au sud par la mer intérieure de Seto et les montagnes Chogoku au nord, n'avait pas le goût de sa démesure. Aussi, il fit construire un château qu'on voyait de loin, le toit pointant le ciel des deux côtés, comme pour le défier, qu'on appela le Héron Blanc. Il agrandit les jardins à perte de vue. Il fit creuser le puits le plus profond aux alentours pour s'abreuver en eau, toujours fraîche. À présent, il était bien ennuyé. Il avait tout. Riche, solide, encore jeune, respecté et doué pour les armes. Mais sa nuit l'empêchait de voir l'étendue de son royaume. Il avait des matins d'ennui, des jours à chercher la mort, des soirs à s'enivrer, pour oublier que le matin reviendrait beaucoup trop vite et que la mort tarderait encore. Notre homme traversait une crise qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'existentielle. Puis, il l'a vue. Elle était arrivée la veille de sa misère pour embaucher comme servante. Comme elle était jolie, on l'a mise au service du Seigneur. Quelle bonne idée, n'est-ce pas? Ce matin-là, avec la gaucherie des jours importants, la domestique dépose l'un après l'autre sur la table du Seigneur les plats de son petit déjeuner. Elle fait tout comme on lui avait dit de faire. Elle s'incline, s'agenouille, veille bien à ne pas croiser le regard du maître. N'est pas commode, il paraît. Soudain, un rayon un peu trop matinal l'aveugle. Elle manque renverser une assiette. Elle se reprend, de justesse. Les autres servantes retiennent leur souffle. Elle va pas durer longtemps, la nouvelle. Mais le maître lui sourit. Il a souri. Toute la journée, dans le ciel d'Himeji, le soleil brilla fort. Toute la journée, le prénom de celle pour qui le maître avait souri se murmura au château du Héron Blanc. Okiku! Okiku? Okiku! Le maître des lieux avait enfin trouvé une raison d'attendre avec impatience le lendemain matin. Les semaines, les mois passaient. Chaque petit déjeuner chassait un peu plus loin les nuages. L'âme et le visage de l'homme se défroissaient.
on ne voyait même plus la ride creusée entre ses deux sourcils. L'homme était amoureux. Mais rien n'arrêtait le ricanement des servantes derrière son dos. Ah, Kikou! Jugeant la situation ridicule, il déclara au Kikou, un matin, qu'elle serait à lui, et lui ordonnait de l'aimer, sur le champ. Il était maître, après tout. La jeune fille lui répondit qu'il était peut-être le seigneur de sa maison, mais point celui de son cœur. Bien trop jeune pour se faire une raison à l'âge des désordres de l'amour. Furieux, l'homme ne songea plus qu'à la vengeance. Sa famille possédait depuis des générations 10 assiettes inestimables. Il lui en confia la garde, mais en ôtant auparavant du coffret un des plats si précieux. « Oh, Kikou, apporte-moi la boîte que je t'ai confiée l'autre jour. Je reçois ce soir et je veux montrer les assiettes à mes invités. » « Aïe, je suis comme aller m'acheter. Tout de suite, monseigneur. » Elle semble plus légère qu'auparavant. Ouvre la boîte et compte combien il y a d'assiettes à l'intérieur. Segouni, tout de suite, monseigneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seulement 9? Impossible. Laissez-moi compter encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seulement 9? Où est passée la dernière? Devrait y avoir 10 assiettes. Oh, gâchis. Comme c'est étrange. Je ne comprends pas. J'ai pourtant conservé la boîte en lieu sûr. Comment un plat a-t-il pu disparaître? Assez! Comment as-tu pu perdre cette assiette qui signifie tellement pour ma famille? Non, je vous en prie, monseigneur, je n'ai jamais rien perdu jusque-là. Allons! Tu l'as prise. Avoue-le. Non, monseigneur, je vous en prie, laissez-moi compter encore une fois. Tu l'as volée, dis-moi la vérité. Non, ce n'est pas vrai, je vais bien finir par la retrouver. Tais-toi! Je ne veux plus entendre tes mensonges. Ce jeu d'assiettes se transmet dans ma famille depuis des centaines d'années. Tu as commis une terrible erreur. Tu vas recevoir la leçon que tu mérites. Approche. Non, non, monseigneur, je vous en prie, non. Approche. Non, à moi, Dasquete, à moi, à l'aide, non. L'homme la tua. Comme ça. Ensuite, il jeta le cadavre de la femme dans le puits du jardin. Plus tard, dans la nuit, à l'heure du bœuf, cette heure si particulière où les êtres fantastiques envahissent l'obscurité, Ça mouille d'ailleurs. Il fait froid tout à coup. J'entends une voix. Qui est là? Daleka? Qui ose me déranger dans mon sommeil? personne derrière le shoji, l'écran de papier. Comme attiré par cette voix dans la nuit, le Seigneur descend dans le jardin
et se retrouve devant le puits. Quand il arrive, il voit une femme, au visage déformé par la douleur et à moitié caché par sa longue chevelure. Combien je suis malheureuse. Je vous maudis. 1, 2, 3. Kikou, tu as encore envie? Bon, je vais devoir te donner une autre leçon. 4, 5, 6. Mon sabre est sans effet sur toi? Mais alors, tu es un 6, 7, 8. Tu es 9. L'homme n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Il tomba mort, terrassé par la peur et la folie. Plusieurs décennies plus tard, 3 jeunes gens discutent de l'histoire de Kikou. Bon, maintenant, plus personne n'y vit. Sa famille se divisa après sa mort et sa maison tomba en ruine. Mais on dit que Kikou continue d'apparaître chaque soir au-dessus du puits et recommence de compter ses assiettes. 5, 6, 7, 8, 9. À quoi ressemble-t-elle? Oh bah, juste un fantôme. Moi, j'ai entendu dire qu'elle est vraiment très belle. Et bah, c'est peut-être parce qu'elle n'a rien à faire du tout au fond du puits. Elle a beaucoup de temps pour se ravaler la façade. Hein? Plaisantin, tu vas nous porter la poisse. Et si on essayait d'aller voir si elle est vraiment aussi belle que ça? Si on y va tous ensemble, on n'a rien à craindre. On dit que si on s'enfuit avant d'entendre 9, on sera sauf. Mais alors, si on reste jusqu'à ce qu'elle atteigne le chiffre 9, alors là, on deviendra fou et on mourra tous. Donc, selon près des guerres pires, vers 5 ou 6. D'accord. Allons-y ce soir. La nuit venue, les 3 amis cheminent vers le puits. Pas un bruit ne vient troubler le silence lugubre. Juste un rayon de lune pour éclairer leurs pas. Dites, vous avez peur? Pas du tout. C'est presque l'heure. Okiku va bientôt sortir. T'as les grelots, Yasuke? Non, je veux rentrer. Oh les trouillards, Yasuke, Sanji, il faut qu'on voit si c'est aussi bien roulé que ça. Non, je veux rentrer, je déteste le noir. Ah, moi non plus, Ryu. Moi, je supporte pas cet endroit. Hé, hey, restez tranquille. Voici Okiku qui vient. Je suis malheureuse. Je vous maudis. 1, 2, 3. Oh, mais elle est super jolie. Elle nous regarde et nous a repérés. Oh, je crois bien qu'elle me fixe. 4, 5. Bon, maintenant, vite, à la coupe, dépêchez-vous. Ya!
état de décès il y a 30 ans, Rio. Oh, c'est vrai. Oh, Zanene, c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu l'avoir encore plus longtemps. Hé, souvenez-vous, si on reste trop longtemps, on pourrait l'entendre prononcer 9 pendant notre fuite. Tout de même, j'aimerais bien encore la voir. Et on y retourne demain soir? Ainsi, chaque nuit, les 3 amis reviennent voir Okiko. Et de plus en plus de gens les rejoignent. Oui. Bientôt, Okiku devient célèbre dans tout le Japon. Devant aussi, c'est brave. Ils sont devant la maison. Oui, parce que, justement, la foule devient si importante qu'on se met à vendre des tickets aux alentours de la demeure. On se croirait un soir au Mandapa. Oui, non, c'est vrai. Et les marchands ambulants posent leur baraque pour vendre de tout et n'importe quoi à propos d'Okiku. Depuis les biscuits et les poupées, Okiku, jusqu'aux assiettes peintes à son effigie. Il y a des gens aussi qui font le tour des yatai, il y a des secrets de photos, enfin on organise plein de choses. Et également, il y a des tasses à thé et des éventails où est inscrit « J'ai survécu à Okiku !» De grands savants dissertent même sur laquelle des assiettes exposées au musée local est la 10e. Des femmes s'habillent comme Okiku. Oui, les cosplays sont nés à l'air et d'eau. Parole de conteur, parole de menteur. Et l'on doit sauver beaucoup de jeunes filles en les retirant des puits où elles se jettent pour imiter leur idole. Mais la célébrité n'affecte pas Okiku. Elle continue d'apparaître chaque soir. Quelque temps après, les 3 jeunes gens reviennent voir Okiku. Wouah! Tout ce monde! Ça alors! Okiku est vraiment devenu célèbre, hein? Ça, tu l'as dit, quelle foule! Et maintenant que c'est une célébrité, elle est encore plus belle. Oui, c'est vrai, elle a l'air vraiment distinguée. Regardez, la voilà qui vient nous saluer! Bonsoir, cher public, irashaimasu. Bienvenue à ma fantasmagorie des ténèbres. Pardon. Okiku-san, je suis venu vous voir. Arigato gozaimasu. Oh, et je vous ai ramené mes amis. Oh, ravi de vous revoir. Oh, ça alors, mais Okiku a l'air vraiment d'une grande dame maintenant. Oui, elle parle comme au kabuki, au théâtre. Un peu trop d'ailleurs. Elle est un peu en retard. Sumasen, désolé, Okiku-sama, mais je pense qu'il est temps pour vous de commencer. C'est l'heure du bœuf. J'avais oublié. Bien. Place au spectacle. Dozo tanoshimi kudasai. Kawaii. Attention, préparez-vous. Hein.
Les 3 amis essaient de s'enfuir, mais la foule est si épaisse qu'elle les retient. Il y a trop de monde! Impossible d'avancer! Oh, on est bloqué! On va jamais pouvoir partir! 8, 9, qu'est-ce qu'on va devenir? 10, 11, 12, à moi, à l'aide, à moi! 13, 14, 15. Attendez une minute. Elle continue de compter. 16, 17. On je lui demande. Okiko-san, Okiko-sama, Okiko-san, j'en peux plus. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Sumimasen. Je ne vous ai rien dit. Demain, je suis invité à jouer à Paris. À l'opéra. Au sous-sol. Donc ce soir, pour mon public d'Imeji, je compte 2 fois. Mamori Taiko!